Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas envisager une région géographique, une zone de conflit, mais aborder cette thématique par le biais de concepts, puisque nous allons travailler sur la notion de ruse et de force en géopolitique, et nous allons nous poser la question suivante. Comment percevoir la force et la ruse dans les relations internationales aujourd'hui? Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, Thomas Hobbes, le philosophe, disait que la force et la ruse, en temps de guerre, étaient les deux vertus cardinales. La force et la ruse sont consubstantielles de l'histoire de l'humanité, s'écrivant. Oui, alors ce qui est intéressant sur le point tel que vous l'évoquez, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même des thématiques sur lesquelles on travaille, on va y revenir, mais c'est vrai qu'en réalité, dès les premiers écrits de l'humanité, toutes civilisations confondues, on a eu des réflexions sur la force d'une part et sur la ruse d'autre part. Alors j'en profite pour dire évidemment à nos étudiants qu'il serait impossible, a fortiori en 25 minutes, de dresser une liste exhaustive de tous les auteurs ou de toutes les considérations, a fortiori à travers toutes les civilisations d'une part et toutes les périodes historiques d'autre part. Donc on va être obligé de faire un choix qui est censé surtout peut-être nous faire mieux comprendre un certain nombre de nuances qu'il faut mettre en place pour éviter des logiques trop caricaturales. Alors dans un premier temps, pour répondre à votre question, il y a évidemment l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, plutôt d'un point de vue occidental, et puis le très fameux traité de Sun Tzu, l'art de la guerre, d'un point de vue oriental. Alors je vais m'y arrêter un instant, surtout sur l'Iliade et l'Odyssée, si vous me permettez, dans le cadre de la civilisation occidentale, parce que là, on a deux personnages emblématiques, qui d'ailleurs, à mon sens, c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on précise, c'est évidemment des références antiques, c'est le cas de le dire, mais qui ont encore une vraie prégnance ou une vraie influence sur nos propres perceptions aujourd'hui dans le monde. En 2018, on est quand même, je ne dirais pas prisonnier, mais on est quand même induit à penser un petit peu. Alors on a le personnage d'Achille, on le voit très bien d'ailleurs dans le film sur Troie en 2004. Le personnage est joué par Brad Pitt, et Achille, c'est la représentation non seulement de la force brute, de la démesure, mais aussi l'obsession de l'honneur. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est important dans le combat ou l'affrontement, c'est paradoxalement de respecter le code de l'honneur et de dépasser son ennemi par une valeur qu'on considérait comme intrinsèque. Face à ce personnage-là, on a bien sûr Ulysse. Alors, l'histoire est très célèbre avec l'ensemble de ses astuces, le cheval de Troie, il y a aussi l'épisode bien sûr avec le cyclope, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les textes anciens, on n'insiste pas assez sur cet aspect. On voit bien qu'il y a quand même une préférence pour les Grecs, et ça va avoir une influence sur la société occidentale, parce que Ulysse, même quand il est victorieux, car pour Achille c'est l'honneur, pour Ulysse c'est la victoire, il y a une sorte de jalousie ou de volonté de copier Achille. Donc là on voit bien qu'il y a un biais occidental qui consisterait a priori, je dis bien a priori dans tous les sens du terme, à favoriser la force par rapport à la ruse. Si vous me permettez, j'aimerais peut-être y rajouter une dimension plus personnelle, une réflexion conjointe de nous deux sur le personnage d'Hector, qui à mon sens est un personnage sur lequel on insiste beaucoup plus aujourd'hui que par le passé, puisque donc c'est le prince aîné de Troie. Il meurt dans la saga, et on le voit très très bien dans le film de 2004, donc, qui est chargé, on va dire, de connotations contemporaines, où on a une sorte de personnage fidèle, qui a le sens de l'État, qui préfère les raisonnements au fait de suivre les oracles. Ça en fait un personnage finalement très très moderne, et c'est assez intéressant, parce que dans le film, on hypertrophie les qualités de ce personnage, ce qui n'est pas si vrai que ça dans l'Antiquité, ce qui montre bien d'ailleurs, on va y revenir, qu'il y a une évolution. Et puis alors bien sûr sur Sun Tzu, ça c'est un très très grand classique. La citation, une des citations les plus célèbres de Sun Tzu, c'est « si tu fais la guerre, tu l'as déjà perdue, et si tu connais ton adversaire, tu le vaincras de multiples reprises ». Et on dit bien que Sun Tzu, c'est l'art de la rouerie ou de la tromperie. Donc, a priori, on aurait une civilisation occidentale qui serait plutôt favorable à l'utilisation de la force, et une civilisation orientale, ou l'une des civilisations orientales majeures qu'est la Chine, qui serait plutôt favorable à la ruse, mais c'est quand même un peu plus complexe que ça. C'est intéressant parce que donc on voit aussi les mythes, l'évolution des mythes, comment ils vont cristalliser et s'adapter aux enjeux de l'époque. On reviendra sur la modernité et sur la place justement de l'État et de la raison d'État plus tard. Ulysse, que l'on connaît bien, le référent caché, ça serait quand même Achille, donc la force.
et Sun Tzu, la ruse. Donc si on est très caricaturaux, on aurait d'un côté en Occident l'apologie de la force, C'est juste. et dans la mentalité asiatique et chinoise, la ruse. C'est juste. Alors, c'est très important comme remarque parce que dans le cours de nos études et de l'ensemble des réflexions qu'on peut avoir d'ailleurs en Occident, je pense notamment depuis 20 à 25 ans, on a l'habitude de dire à nos étudiants, de façon un peu emblématique, qu'il y a deux grandes écoles de pensée, celle qui consisterait plutôt, alors on appelle ça la stratégie de l'eau, à contourner, à éviter, et puis une stratégie qui serait plutôt la stratégie de l'affrontement, voire de la guerre totale ou de la guerre absolue. Moi, je crois pouvoir dire d'emblée, d'ailleurs, que je pense qu'on est un peu trop prisonnier des événements historiques du XXe siècle. Parce qu'on voit bien, d'ailleurs, que Clausewitz est aspiré par toute l'histoire allemande, et notamment le nazisme. Mais je profite de cette question pour dire, c'est ça qui me paraît fondamental à nos étudiants, qu'il faut bien se garder de ce genre, à mon avis, d'excès. J'ai le sentiment que, notamment, Clausewitz est beaucoup trop caricaturé. À force d'aborder Sun Tzu et Clausewitz et de vouloir les mettre un peu sous un vocable, on finit par limiter leur pensée, l'évoquer de manière réductrice. Et je vais commencer vraiment par développer une réflexion sur Clausewitz, parce que j'ai le sentiment que c'est là où c'est le plus caricatural, paradoxalement en Occident alors qu'il est occidental, parce que la fameuse citation « la guerre et la continuité de la politique par d'autres moyens », je pense que souvent on l'explique mal, parce qu'on insiste sur le fait que donc il légitime la guerre. Pourtant, quand on lit bien la phrase, on voit bien que de son point de vue, la guerre ne doit intervenir que si la diplomatie classique ou si les échanges politiques classiques n'ont pas remporté de succès. Donc c'est déjà une première nuance. De même qu'on pourrait faire remarquer qu'il ne s'agit pas pour le général prussien de déclencher la guerre dans n'importe quelle condition, dans toutes les situations, et qu'il faut attendre un moment favorable pour déclencher la guerre. Donc on doit même utiliser la ruse pour pouvoir attendre le moment opportun. Et là, l'histoire même de Clausewitz est intéressante. Ça nous donne l'opportunité, si vous voulez bien, Olivier, d'évoquer deux ouvrages qui sont beaucoup moins connus. Parce qu'en fait, Clausewitz est un contemporain des guerres napoléoniennes. Il les a étudiées pour justement vaincre Napoléon. Et il y a deux ouvrages qui sont très intéressants de mon point de vue. Il y a Les campagnes d'Italie, déjà une première étude de Napoléon, et surtout un ouvrage sur la défaite de la Prusse en 1806, où il accole d'ailleurs la grande catastrophe. Ça a été un traumatisme pour le royaume de Prusse, qui descendait de Frédéric II, dont on pensait que c'était l'armée emblématique, dont il était très difficile de la vaincre, et en réalité qui s'est effondrée en moins d'un an. Donc en fait, la Prusse s'est rangée comme alliée auprès de Napoléon, jusqu'en 1813, où suite à la retraite de Russie, la Prusse, justement, comme un tas d'États allemands, se sont soulevés dans ce qu'ils ont appelé d'ailleurs une guerre de libération. C'est un terme qu'on a peu l'habitude de rencontrer en France. Et donc on voit bien que la Prusse, là, même de l'époque contemporaine de Clausewitz, a su à la fois amalgamer la force et la ruse. Et si vous me permettez de continuer sur un dernier exemple de ce point de vue-là, on a Bismarck, qui est le fameux chancelier prussien qui va amener l'unité allemande, dont on sait bien que souvent on en fait la figure lui aussi emblématique de la réelle-politique, du rapport de force. Mais enfin, il faudrait quand même rappeler que pour créer l'unité allemande en 1870, il fait tomber Napoléon III et la diplomatie française dans un piège, la fameuse dépêche d'Ems, et que c'est grâce à cet artifice qu'il entraîne la France à déclarer la guerre, ce qui lui permet ensuite de faire l'unité allemande. Donc même quelqu'un comme Bismarck ne rechigne pas à l'utilisation de la ruse. Et ça, je pense que c'est intéressant à souligner, parce que bien sûr, il y a des tendances lourdes, mais à force d'être omnibulé par celles-ci, on finit par beaucoup trop caricaturer les pensées, et à mon sens, à justement ne pas percevoir l'intérêt des nuances dans les logiques de la force et de la ruse. J'étais en train de penser en vous écoutant, et c'est assez amusant, de Clausewitz, cette phrase bien connue, la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens, on le perçoit comme l'échec du politique. Or, la guerre peut être une opportunité qui va être saisie à un moment donné. C'est totalement amoral, mais c'est une possibilité stratégique existante. Deuxième chose, vous montrez très bien que la force et la ruse sont deux piliers qui travaillent ensemble en fonction des situations et des circonstances, ce qui m'évoque inévitablement Machiavel, puisqu'il disait l'art de gouverner, c'est deux piliers, c'est la loi et c'est la force, mais la force aussi bien physique que psychologique. La force et la ruse, le renard et le lion. Oui, alors la référence sur Machiavel que vous faites est très intéressante. Alors évidemment, c'est, j'ai envie de dire, le troisième presque totem en termes de force et de ruse. Mais ce que je trouve doublement intéressant dans votre question, si vous me permettez, c'est de revenir d'abord dans sa première dimension. Parce que ce qui est intéressant dans la révolution de Machiavel, on l'oublie trop souvent, c'est qu'avant, on considérait que la force était l'apanage du militaire, que la ruse était l'apanage du politique. Or, Machiavel dit non, 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 il ne doit plus y avoir de séparation. Donc non seulement
il légitime la ruse. Alors il faut en plus se rappeler quand même qu'on est dans une période où on commence à, c'est la Renaissance ou le début du retour un peu aux lettres classiques, on sort d'une tutelle de l'Église catholique pendant 10 siècles, et donc l'idée qu'on puisse être amoral volontairement pour manipuler autrui était quand même quelque chose de très atypique. Donc là, votre remarque est d'autant plus intéressante parce que d'une part, il a fait une révolution dans la combinaison des deux facteurs comme vous les évoquez, mais d'autre part, on voit bien que loin que d'y avoir une continuité de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, comme certains ont pu le croire à travers la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on va y revenir, il y a aussi des auteurs en Occident qui privilégiaient la ruse ou qui donnaient un vrai intérêt à la ruse et qui n'étaient pas omnibulés que par la seule force. D'ailleurs, Machiavel n'est pas le premier. Il est un marqueur, si vous me permettez cette expression, il est un révélateur, mais on peut au moins donner 2 ou 3 autres exemples d'une pensée occidentale qui ne se serait pas contentée d'être assujettie à la logique de force. D'abord, il y a le roi Louis XI, alors que dans les études classiques, c'est des choses qu'on apprenait peut-être beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, mais le roi Louis XI était très célèbre pour gouverner un royaume de France qui était très petit à l'époque, le duché de Bourgogne était beaucoup plus important, et sa rivalité est historique avec le duc de Bourgogne est bien connue. Et en fait, les adversaires de Louis XI, parce qu'il a fini par remporter la victoire alors qu'il était moins puissant. D'ailleurs, le duc de Bourgogne a fini par avoir un diminutif ou un surnom, Charles le Téméraire, ce qui prouve bien qu'il était omnibulé pas tellement par la force, mais une sorte de morale, de la chevalerie, du fait qu'on devait utiliser dans un combat que les moyens moraux ou légaux. Et quelque part, Louis XI, dont déjà les contemporains de l'époque l'ont surnommé l'universel aragne, ce qui pourrait se traduire de façon moderne, un peu d'ailleurs comme une araignée qui tisse sa toile ou la maîtrise de l'araignée. Donc on voit bien quelqu'un qui surprenait à l'époque par sa très grande capacité à monter des pièges et des techniques qui permettaient à la ruse d'être plus efficace que la force. Et ça, c'est antérieur à la réflexion de Machiavel, et puis à surtout nos amis romains. Alors ça, c'est en plus intéressant par rapport à l'ensemble des évocations, des références qu'on a depuis cette séance, parce qu'évidemment, les Romains ont été profondément marqués par la pensée grecque, et on aurait pu croire spontanément qu'eux aussi, ils fassent l'apologie d'Achille. Mais alors, ce qui est assez intéressant dans un ouvrage d'ailleurs de Jan Le Boec, qui étudie la géopolitique romaine et les guerres romaines, c'est que les Romains étaient beaucoup plus ambivalents. Ils avaient l'habitude de considérer que la ruse était assez détestable, qu'elle était d'ailleurs le symbole de la faiblesse, voire un peu de la barbarie, quand elle était utilisée par leurs adversaires, et notamment quand les adversaires avaient réussi à remporter des victoires contre eux. Mais quand les Romains eux-mêmes utilisaient la ruse pour vaincre leurs adversaires, ils trouvaient que le procédé était remarquable, qui montrait l'intelligence et le savoir-faire stratégique romain. Donc on voit bien que là d'ailleurs, suivant que ça soit une victoire ou une défaite, ou suivant qui l'utilisait, on en avait une perception qui est différente, ce qui montre bien que finalement on arrive à utiliser la force et la ruse selon les besoins. J'en profite, puisque je suis en train d'évoquer les ouvrages, que sur Bismarck, nos étudiants peuvent aller lire un ouvrage de Jean-Paul Bled, Bismarck de la Prusse à l'Allemagne, où on voit bien d'ailleurs que dans la continuité de nos propos, Bismarck ne s'est pas empêché, alternativement, d'utiliser soit la force, soit la ruse. Je pense à cette phrase de Lévi-Strauss, le barbare c'est toujours l'autre, le rusé c'est toujours l'autre. C'est-à-dire que dans notre perception, ça reste quand même une valeur de faible et de lâche, de traite. Je raconte une anecdote, c'est que hier, pas plus tard qu'hier, au moment de son enregistrement, la finale de Pékin Express passait. Et dans la finale, une des deux équipes a utilisé la ruse pour abuser l'équipe adverse et l'équipe s'est émue du stratagème employé. Donc on est encore là, la ruse est perçue comme un moyen illégitime, facile, de faible, de gens en position d'infériorité. Quand on perd. Exactement, quand on perd, c'est tout à fait ça. Mais en fait, peut-être que le décalage ou la question de la civilisation ou même historique n'est pas l'angle le plus pertinent. Il faudrait penser en fonction des circonstances quelle est la stratégie la plus adaptée, soit la force, soit la ruse, et on peut passer, comme vous venez de le dire, de l'un à l'autre. Oui, je pense qu'effectivement, la meilleure grille de lecture n'est pas historique ou civilisationnelle, parce qu'on se rend compte, alors il peut y avoir des tendances, on voit bien qu'en Occident quand même, peut-être à cause d'ailleurs, moi je crois qu'il y a une déformation à court terme au XIXe siècle de par la formidable maîtrise de la technologie qui par définition a permis aux Occidentaux d'être plus forts. Mais enfin ça reste, même si c'est une période importante, assez circonscrit dans le temps, sur 20 siècles. Donc, je crois qu'il y a une dimension qui est assez intéressante, c'est le fait de distinguer la tactique et la stratégie. Ce qui va nous donner l'opportunité d'ailleurs
de rappeler ces deux notions qui sont fondamentales en relations internationales, mais même dans la gestion de management des entreprises, à savoir que la tactique, c'est localisé et beaucoup plus circonscrit dans le temps, alors que la stratégie de beaucoup plus grandes amplitudes. Et c'est Clausewitz qui commence à faire cette distinction d'ailleurs. C'est qu'il prouve bien que lui-même percevait des nuances. De son point de vue, c'était plus facile d'être rusé au niveau ponctuel. Alors on pense à la guérilla, notamment qui a débuté contre Napoléon en Espagne en 1808. C'était plus facile avec, on va dire, des coups de main faits par la cavalerie qu'au niveau stratégique où, in fine, deux armées devaient se rencontrer et que le sort de la bataille décidait finalement du sort politique. Donc c'est Clausewitz qui a créé un peu cette dichotomie qui consistera à dire au niveau local, la ruse peut marcher de façon ponctuelle, mais il y a une grandeur de la stratégie à grande échelle et sur une période plus prolongée. La Première Guerre mondiale a semblé confirmer d'ailleurs ce fait, parce qu'on se rappelle quand même que majoritairement, on a malheureusement des millions d'hommes qui meurent dans des affrontements bien connus de tranchée à tranchée, et que là, c'est la force brute, la Marne, Verdun, 350 000 morts pour gagner 10 km, où là, c'est force brute contre force brute, sans être dans une sensiblerie déplacée, enfin quand même la chair humaine face aux obus. Je rappelle aux étudiants quand même, Verdun, c'est terrifiant, c'est un obus au centimètre carré, enfin, c'est complètement fou. Donc là, il n'y a aucune place pour la ruse. C'est déjà un peu plus à nuancer sur la Deuxième Guerre mondiale, où c'est vrai qu'il y a une dimension de la ruse tactique. Alors les exemples, on pourrait les démultiplier. Il y a le général Rommel, quand même, le célèbre renard du désert, qui à plusieurs reprises, parce qu'il était en infériorité numérique, je vais citer deux exemples, fait défiler ses troupes à plusieurs reprises sur une place parce qu'il sait que les espions britanniques sont en train de l'observer, de qui veut les induire en erreur en leur donnant l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'ils sont réellement. Il va à un moment, lors de certaines défenses, fabriquer des défenses en bois pour donner l'impression aux Anglais qu'il y a des endroits où il n'est pas. Mais il n'y a pas que cette dimension-là, il y a aussi la dimension stratégique. On sait bien tous les efforts qu'ont déployés les Anglo-Saxons pour essayer de cacher aux Allemands l'ampleur du débarquement en 1944, non seulement on va dire leurs effectifs, mais la localisation du débarquement. Et puis, il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi. Il y a une démarche typiquement russe ou soviétique qui s'est développée non seulement dans la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'est prolongée dans la guerre froide et qui consisterait à presque un art de la dissimulation, alors dans le comportement, mais dans le camouflage militaire, et qui s'est prolongée jusqu'à l'occasion de la crise des missiles de Cuba, parce qu'en fait, les Américains ont mis énormément de temps à se rendre compte qu'il y avait 30 000 ou 40 000 Russes. Donc en fait, même cette distinction de Clausewitz, elle serait à nuancer. Je crois que ce qu'il faut retenir un peu de ces considérations avant d'en arriver à des considérations plus immédiates, c'est qu'il faut bien se garder de caricaturer sur des périodes, des civilisations ou des pratiques. Il peut y avoir des effets de mode, il peut y avoir des stratégies opportunes, mais ça correspond plus à des besoins immédiats qu'à des choix délibérés qui s'inscriveraient de manière systématique sur le long terme. Justement, si on regarde le contexte ou la situation depuis 1945, on se demande quelle place peuvent occuper ou la force ou la ruse. Si on pense à la dissuasion nucléaire, par exemple, il y a une neutralisation. Où est la force dans le rapport de force, justement? Donc, on voit le déséquilibre entre les puissances. Je pense à la guerre du Vietnam, par exemple. De quel côté est la force? Quant à la ruse, vous l'avez dit, ça va avec l'art de la dissimulation, mais dans un monde surconnecté, surinformé, comment dissimuler, comment truquer les rapports? Et on n'aborde même pas, et on va peut-être le faire, la question du terrorisme, de la guérilla, où il y a un déséquilibre des forces et qui amène à élaborer d'autres stratégies. Oui, alors là, votre question nous plonge en plein finalement dans la période contemporaine, ou dans le prolongement de la période contemporaine, et c'est à juste titre. Alors d'abord, une première réflexion sur la guerre froide, qui va peut-être nous amener dans un deuxième temps à travers les logiques insurrectionnelles ou les mouvements terroristes. C'est un terme qu'il faut utiliser avec précaution, parce qu'évidemment, tout dépend, il ne faut quand même pas oublier, d'abord ne pas le réduire strictement à l'actualité, et se rappeler que tous les mouvements insurrectionnels, notamment lors de la décolonisation, ont été qualifiés de terroristes. Donc c'est un terme qui est assez ambivalent de surcroît de par le contexte actuel. Mais la première partie de votre question s'inscrivait dans l'apparition de l'arme nucléaire. Et il est évident que l'arme nucléaire a bouleversé les considérations stratégiques, parce que tout d'un coup, si vous me permettez de reprendre nos propos initiaux, on pouvait avoir le sentiment qu'Achille avait gagné. Parce que, en fait, l'arme nucléaire, c'est la force brute. Tous ceux qui possèdent l'arme nucléaire se retrouvaient dans la possibilité de remporter une victoire sans
avoir à encourir le risque non seulement d'une défaite, mais même de perte lors d'un affrontement tel que Clausewitz l'envisageait. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant très longtemps, on a considéré que c'était 2 fois la mort des théories de Clausewitz, parce que d'ailleurs, comment continuer à faire la guerre si on pouvait totalement faire exploser la planète, ce qui est assez juste comme remarque. Ceci étant, si vous me permettez, c'est quand même assez intéressant, parce que là aussi, il y a un rapport du fort au faible, parce que forcément, à un moment, tous ceux qui ont voulu s'opposer, vous évoquez à juste titre le Vietnam, à des puissances nucléaires comme les États-Unis, ont fini par s'inscrire dans une démarche qu'on qualifie souvent en géopolitique d'asymétrique. Et le terme est important. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a totalement compris pour les personnes qui voulaient résister face aux grandes puissances qu'il était illusoire de s'opposer à elles sur les mêmes modalités, parce que le rapport de force est très défavorable, alors on utilise des moyens détournés, la ruse, la rébellion, l'insurrection, pour pouvoir parvenir à ses fins. Ce qui veut dire en fait, Olivier, et ça me paraît important, qu'il n'y aurait pas une alternative entre la ruse et la force, mais que la ruse serait une réponse à la force dans une période nucléaire, ou pour éviter d'être dans un affrontement aussi direct, alors on arriverait à des modalités plus dissimulées. Alors ça nous amène bien sûr aux considérations qui sont liées au terrorisme. Alors le terrorisme, en plus, ça c'est un débat qu'on ne tranchera certainement pas aujourd'hui en termes de sémantique. On sait bien toutes les polémiques qu'il y a eu sur les termes de guerre utilisés par différents hommes politiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Cette question peut paraître un peu anecdotique, elle n'est pas tant que ça d'un point de vue sémantique, parce que si on considère qu'on est en guerre, en fait, on avalise le fait qu'on est dans des relations internationales et pas dans des questions d'ordre judiciaire ou de droit intérieur, d'une part, mais surtout, on met l'adversaire au même niveau que soi-même. Donc on valorise l'adversaire. Et c'est là où parfois, je pense qu'en termes de communication, on n'est pas toujours attentif aux conséquences que ça peut avoir. Parce que paradoxalement, on voit qualifier de terroristes des personnes qu'on voudrait dénigrer parce qu'elles n'agiraient pas en conformité avec ce qu'on peut attendre légitimement dans une logique de guerre. Mais en utilisant le terme de guerre, finalement, on finit par consacrer le fait qu'elles sont en train d'utiliser un procédé comme un autre. Moi, j'ai le sentiment, en 2018, si vous m'autorisez peut-être cette question de conclusion ou cette question d'ouverture, que ça nous amène à une question qui est assez fondamentale par rapport à l'ensemble des systèmes politiques qu'on peut connaître en 2018 et dans le cadre de notre thématique d'aujourd'hui, à savoir est-ce qu'il y aurait des systèmes politiques aujourd'hui qui, de par leur modalité de fonctionnement, seraient plus enclins à utiliser la force que la ruse, et ce serait d'autant plus intéressant à regarder que, comme vous l'avez souligné par ailleurs, il y a quand même une dimension beaucoup plus importante de l'opinion publique qui s'appuie sur les réseaux sociaux et qui va forcément y avoir une influence de ceci à l'avenir sur l'utilisation d'une part de la ruse et d'autre part de la force. Alors Fabrice, je vous propose de nous interrompre sur cette question qui est laissée ouverte et que nous traiterons certainement lors d'une prochaine séance. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et à tous.